T'as vu ça, toi? La semaine dernière, ouais. Recording is on. Yeah, recording is Ouais, on. Ok. c'est parti. C'est ça QFD. marche. Voilà. D'ailleurs, voilà, il suffisait D'invoquer la voix sensuelle. que Nico voilà, fasse sa prière. Ouais, tout à fait. Ça Attends, je vais en déclenchait tester 2-3 autres du l'enregistrement coup. et ça faisait arriver. Crédit 100 000 Chez balles, l'auditeur. 0%. Non, ça Quoi marche pas. Putain, j'ai essayé d'autres trucs. Bon, tu fais chier, il va falloir que je fasse du montage maintenant. Bon. Pardon. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Ok. Aujourd'hui, on va voir les produits de la ruche. Vous m'excuserez, il n'y aura pas beaucoup d'images, il n'y aura pas d'images, j'ai pas eu le temps de chercher, mais en même temps, c'est des choses assez simples, on va peut-être regarder en même temps. Mhm. Et puis bon, c'est des images que vous connaissez. Hein. Je voulais préciser deux choses sur les cours précédents, sur des propos que j'ai tenus, faire des précisions. Sur les traitements, quand on a parlé du formique, j'ai dit qu'il n'y avait pas de traitement en France et que c'était pas soutenu, et que c'était assez surprenant parce que c'est un peu utilisé dans plein de parties du monde et moins nocif, moins chimique. Il y a quand même, j'ai pas mis les deux en relation, mais c'est quand même un produit très dangereux. Ça fait partie aussi des explications. Pour l'instant, ça reste du bricolage, quoi. Chacun se débrouille quand il l'utilise. Donc pour le divulguer dans le grand public, c'est quand même voilà, c'est quand même pas simple à mettre en œuvre et dangereux. Contrairement à ces languettes qui sont dangereuses quand tu manges, mais moins dangereuses à manipuler et à court terme, quoi. Donc, tu veux dire que les produits qu'on manipule sont très dangereux? Bah, le formique, quand tu travailles au formique contre le varroa. Bah, c'est ce qu'on a fait, non? Ouais. Bah, c'est accepté en biologique, mais c'est un produit dangereux à manipuler. C'est de l'acide. Ah, oui. Quand tu travailles en conventionnel, disons, pour prendre le terme des agriculteurs, tu mets des languettes de chimie, la nitrase, là, mais c'est des languettes, tu les mets, tu les respires, c'est pas grave, quoi. Ah, oui. Par contre, ça fait des dépôts dans les cires, dans le miel, et ça se voit pas, et tu les bouffes. Donc c'est dangereux, mais pas à la manipulation, quoi, pas immédiatement. Il faut Par qu'on contre, mette le formique, des masques quand... Ouais, faut vraiment faire attention. Le formique, si tu le respires, tu te brûles les poumons, quoi. C'est vraiment un truc chaud, quoi. Hein, j'avais appuyé là-dessus, mais ça explique aussi, sans doute, que ce soit moins utilisé en France. D'accord. Voilà. L'autre truc, sur le varroa, j'ai dit que le varroa pompait l'hémolymphe des abeilles, c'est-à-dire le sang. Et en fait, c'est pas vrai. Il y a les études récentes sont en train de pointer que le varroa pompe les graisses. Voilà. Ce qui explique aussi que ça touche beaucoup les abeilles d'hiver, que les abeilles d'hiver soient vraiment amoindries par le varroa parce que ça pompe les graisses, quoi. Voilà, deux petites précisions techniques. Ok. Ok. Bon, ben voilà, j'ai laissé encore 3 minutes aux autres pour venir. Hein, on va y aller. Donc, je fais un truc assez... je vais essayer de faire pas trop long. Aujourd'hui, on va voir les produits de la ruche. Qu'est-ce que vous voyez comme produit de la ruche? Qu'est-ce que la ruche produit et qu'on va utiliser? Et qu'est-ce qu'on peut produire avec une ruche? La propolis. Le miel. Le miel. Propolis. La propolis. La cire. Le pollen. Le pollen. Le pollen, c'est plutôt produit par les plantes, non? Oui, mais c'est ramassé par les abeilles. Récolté par... C'est considéré comme produit de la ruche. Tu peux essayer, hein, mais sinon, c'est plus long. Il vous en manque 2, voire 4. La cire. La cire, ça a été dit. On a dit... Miel, propolis, cire. Les abeilles, elles sont nourries avec quoi les 3 premiers jours? Ah, la gelée royale. La gelée royale. La gelée royale, bravo. Je ne sais pas qui vient d'arriver, mais c'est Swazik. C'est moi, avec du retard, et je risque de m'éclipser avant de revenir. Ok, on enregistre. Et il vous manque encore une chose, directement produit. Les rennes.
Non. Mais oui, on produit des abeilles, c'est un produit dérivé. Le pain? Non, mais parce qu'on ne le récolte pas. En pharmacie, un produit Le qu'attaque le venin. Le venin. Le Ouais. venin, c'est un produit de la ruche. On a 6 produits de la ruche. On a un produit dérivé qui sont les abeilles, qui intéresse surtout les apiculteurs. Mm. On a un autre produit dérivé dans certaines régions du monde, c'est la pollinisation, un service de pollinisation. Ah oui, C'est un peu la limite, mais que je vais vous inclure. Dans toutes ces productions, donc on a 6 produits directs plus 2 un petit peu à côté. Alors ça a pas mal évolué au cours de l'histoire. Aujourd'hui, on va s'intéresser beaucoup à produire du miel et on essaie de faire du miel pur. Dans certaines parties du monde, l'Amérique du Nord, ils vivent pas du miel, les apiculteurs. C'est accessoire le miel. Ils vivent du service de pollinisation. Ouais. Ils sont loués, on loue leurs ruches. Au Canada, c'est les bleuets. Aux États-Unis, tout le monde connaît l'exemple des amandiers, où toute l'Amérique amène des ruches. Ils en ont même pas assez. L'année dernière, ils en ont carrément fait venir d'Australie pour polliniser. Enfin, c'est un truc de dingue. Mais là, les apiculteurs, ils vivent du travail de pollinisation. Il y a quelques siècles et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'à il y a une centaine d'années, le produit phare des ruches, c'était la cire. C'était la cire, c'était les bougies, c'était l'éclairage, quoi. Et longtemps, les gens ils vivaient de ça, quoi. Le miel, c'était bien, ça faisait du sucre, mais on mangeait le sucre et ce qu'on vendait, c'était la cire. Voilà. Puis après, les produits assez nouveaux, pollen, gelée royale, c'est extrêmement récent qu'on mange ce genre de choses. Personne n'avait idée de manger ça et personne n'avait le matériel pour le récolter aussi. Il y a à peine 50 ans, quoi. Alors, on va se faire un petit tour d'horizon, produit par produit. Je vais pas forcément. J'ai fait un ordre, mais c'est mon ordre. On démarre par la cire. Alors, la cire, les abeilles, elles le produisent vraiment avec l'abdomen. Elles fabriquent. Vous avez déjà vu des photos de ça? Et je vous en avais montré au premier cours une photo. C'est vraiment l'abdomen, le ventre de l'abeille. Elle va avoir des petites plaques qui vont être produites, qui vont se détacher. C'est comme des tout petits carrés de cire. Et en fait, elles vont coller les plaques les unes sur les autres, des mini-plaques, pour former des surfaces. Voilà, elles ont des glandes qu'on appelle donc les glandes cirières sur le ventre des abeilles. Alors, elles produisent ça à partir en consommant du miel. Traditionnellement, vous allez entendre partout que pour fabriquer 1 gramme de cire, les abeilles consomment 7 grammes de miel. C'est ce qu'on dit tout le temps. Il n'y a pas vraiment d'études là-dessus. En fait, c'est sans doute un peu au doigt mouillé. Mais il y a une consommation de miel. Donc, plus on fait de la cire, moins on a de miel, ça c'est sûr. Mais combien, c'est pas si avéré. Voilà. Je vais pas m'étendre sur l'intérêt d'en faire, mais on a vu ça un peu en conduite apicole. Chimiquement, c'est un corps gras. C'est vraiment, on le voit au toucher, c'est quand même très gras, avec un mélange de molécules qui sont des formes d'alcool. Donc, comme c'est un corps gras, c'est un corps qui pompe beaucoup. Et donc, les résidus chimiques, on les retrouve beaucoup dans la cire parce que ça pompe, quoi. C'est du gras, quoi. Voilà. Alors,
elles se mettent vraiment à plusieurs. Donc elles ont ces petites plaques. Elles vont se les passer. Elles vont faire ce qu'on appelle des chaînes cirières. Vous avez peut-être déjà vu, on avait vu aussi des photos dans le premier cours. Elles se mettent vraiment les unes derrière les autres. Elles s'accrochent et ça pend. On voit comme un petit, un petit fil d'abeilles, quoi, pendus les unes aux autres. Ça leur permet de se passer les unes aux autres les plaques. On dit aussi que ça leur permet de faire un fil de plomb avec la pesanteur, de savoir vraiment quelle est la verticalité pour essayer de faire des constructions qui soient verticales. Voilà, c'est l'abeille architecte, quoi. En gros, un cadre, vous avez vu un cadre en pleine saison, elles sont capables de se faire un cadre de cire en 2 jours. Hein. Donc, c'est à la saison qui est en ce moment, c'est le printemps et puis le début de l'été. Toute la période où il y a des essaimages, elles vont être très dans construire. Voilà, et c'est quand même extrêmement rapide. C'est extrêmement rapide. Des fois, on met un cadre, 2 jours après, il est fait. Enfin, c'est ahurissant la vitesse à laquelle ça peut aller, quoi. Voilà. Vous savez qu'elles font donc des alvéoles. Donc, on est sur un polygone, c'est pas hexagonal, c'est j'ai perdu le mot. Si, c'est un hexagone, non? Un hexagone. Attends, Ou un pentagone? Non, c'est pas. Non, c'est un hexagone. Oui, c'est bien un hexagone. Excusez-moi. Voilà, je m'étais dit qu'il fallait que je revérifie avant de vous le dire. J'avais eu un doute en l'écrivant. 47. C'est 6. Enfoiré. Oh, je vais encore devoir faire du montage. Donc, elles construisent des alvéoles en hexagone. L'hexagone, c'est une forme assez particulière et assez incroyable parce qu'en fait, toute surface de l'hexagone, donc on a les alvéoles collées les unes aux autres, mais chaque surface de cire dans l'hexagone va servir des 2 côtés, à 2 cellules en même temps toujours. Donc toute surface de cire sert pour 2 trous, quoi, pour 2 alvéoles en même temps. Un rond, ça ne serait pas aussi efficace parce qu'il y a des trous. Si on colle les ronds les uns à côté des autres, on se retrouve avec des tout petits trous. L'hexagone, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, on se retrouve avec la forme mathématiquement la plus parfaite pour construire en utilisant le moins de matériaux possible. C'est vraiment pas magique, mais c'est le meilleur choix, entre guillemets, de forme. Il y a toujours un doute si les abeilles le choisissent ou il y a des gens qui soutiennent et on va vers ça un petit peu, qu'en pratique, les abeilles construiraient plus ou moins rond et que la tension entre les cellules, les unes à côté des autres, déformerait la forme pour lui donner mécaniquement une forme d'hexagone par tension réciproque entre les cellules. Voilà, donc c'est peut-être pas, elles sont pas aussi malines, mais c'est peut-être la nature autour et les tensions dans la nature qui donnent la forme. Mais en tout cas, c'est la forme la plus parfaite pour construire économiquement, quoi. Voilà, je vous l'ai dit, du 15e siècle, en gros, c'est jusqu'au 19e siècle, hein, c'est l'électricité hein, donc, qui fait que c'est vraiment la production des apiculteurs. En utilisation aujourd'hui, la cire, on ne fait plus trop de bougies à part pour décorer. On s'en sert la cire propre. On va s'en servir pour les cosmétiques, les crèmes, les choses comme les crèmes, quoi, principalement. Pour la cire qui est un petit peu vieille et qui est moins belle et moins propre et moins pure, on va s'en servir pour les meubles comme en caustique, pour des parquets, pour des choses comme ça, quoi.
Voilà, c'est un produit évidemment extrêmement noble encore. Voilà un petit peu pour un tour d'horizon de la cire. Pas de questions? Et aujourd'hui, les bougies sont faites en c'est un dérivé du cochonnerie. pétrole? Ouais, c'est du pétrole, c'est du chimique? Ouais, c'est principalement du pétrole. D'accord. On se retrouve même, vous savez pas mal d'apiculteurs utilisent des fonds de cire dans les cadres, ils mettent déjà les formes des alvéoles, le fond, et les abeilles vont juste étendre les cellules. Donc on achète des feuilles de cire qui ont déjà les formes des alvéoles. Depuis 3-4 ans, on rencontre de plus en plus de refus de ponte. Les reines refusent de pondre dans ces cellules. Et en fait, après analyse, on s'est aperçu que c'était, il y a du tout et n'importe quoi entre les produits chimiques et des produits pétroliers, quoi. Et ça devient très compliqué d'avoir des cires dont on est sûr qu'elles soient propres. Donc autant dire que des bougies, bon. Ouais. Voilà. Et nous, au niveau de ce que, par rapport au rucher, quels usages on pourrait avoir de la cire? Refaire des fonds, refaire des amorces. On n'utilise pas beaucoup de fonds alvéolés, on ne fait pas des plaques alvéolées, on fait beaucoup des amorces, c'est-à-dire des débuts de construction juste. On laisse 1 centimètre en haut du cadre, donc on va s'en servir pour ça. On pourrait faire des cosmétiques, mais on a plutôt un trop-plein, quoi. Ouais. Voilà, on prend vraiment que la partie de l'opercule, c'est-à-dire la fermeture des cellules. On ne prend pas la construction, pas l'épaisseur de la cellule. On va garder vraiment juste la dernière couche qui ferme le miel. Parce que c'est la dernière cire qui est mise et dont on sait qu'elle n'aura pas accueilli de couvain. On est sûr qu'il n'y aura pas eu d'œufs dedans, donc elle est très très propre. C'est celle-là qu'on va vraiment garder pour des utilisations pures, quoi. D'accord. Mais il y a encore des choses à imaginer avec. Encore des choses à imaginer, quoi. Ok, pour les cires. Ouais. Donc une fois qu'on a ces alvéoles construites, les abeilles peuvent stocker plusieurs choses dedans. Évidemment le couvain, qui ne va pas nous intéresser là proprement dit. Le pollen qui est récolté, qui est un peu une des premières choses qui rentrent. Le pollen, donc c'est c'est la partie mâle des fleurs, donc c'est disons les spermatozoïdes, pour la faire un peu courte, des fleurs. Les plantes à fleurs sont vraiment développées au même moment que les abeilles mellifères, enfin que les abeilles et les abeilles mellifères. C'est vraiment dans la création du monde, c'est deux choses qui se sont développées en parallèle. Voilà, vous vous souvenez, la stratégie de la fleur, c'est de coller son pollen sur le dos des abeilles, et en échange, elle lui fournit à manger le nectar. Les abeilles récoltent quand même aussi du pollen pour leur propre consommation. Elles le transportent sur les pattes arrière. Elles ont des petites corbeilles qui sont comme des petits creux. On reverra ça vraiment quand on fera le cours sur l'anatomie de l'abeille. Je vous montrerai. Mais elles récoltent ce pollen. Pour les abeilles, on l'a vu, ce sont des protéines. En fait, c'est la source de protéines. Donc, nous, apiculteurs, quand il y a du pollen qui rentre dans la ruche, on sait qu'en gros, il y a des œufs. Parce que c'est principalement pour nourrir les œufs, pour le développement du couvain et du corps des abeilles. Voilà, il est stocké vraiment dans les alvéoles. Elles remplissent les alvéoles de pollen. Vous verrez. Baisse un peu et pose la... Pardon, excuse-moi. Ouais. Il y a mon fils qui monte la télé chaque fois que tu parles plus fort. Ouais. Et c'est pareil, vous verrez au rucher les cadres quand il y a du pollen dedans. C'est vraiment très beau parce que le pollen, il peut avoir toutes les couleurs en fonction des plantes, de la saison. Il y a du pollen blanc, du jaune, du orange, même du noir, du rouge. Enfin, il y a de tout en couleur. C'est très, très, très beau. Voilà, ça se reconnaît bien. Vous verrez ça vraiment de visu. Voilà. Comment
Donc elles le stockent soit vraiment en une nuance, soit elles le stockent pur dans les alvéoles, soit elles le mélangent avec du miel et puis de la salive pour le faire un peu fermenter, ce qui va donner ce qu'on appelle le pain d'abeille, qu'on récolte pas, qui est vraiment l'usage des abeilles, qui va aussi servir à nourrir un peu le couvain. C'est une forme légèrement transformée, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on le consomme, les humains aussi. Ça récolte, ça passe par une trappe à pollen, qui est un petit. Vous en verrez un au rucher, on en a un. C'est une grille qu'on met à l'entrée de la ruche et qui a des petits trous. L'abeille est obligée de passer dans le trou, qui est vraiment tout petit, et ça lui décroche ses pollens parce qu'elle est obligée un peu de se frotter contre le trou. Au passage, ça lui décroche les grains de pollen qui tombent dans une trappe, et nous, on récupère ça dans un tiroir. Quand on fait ça, ces trappes à pollen, il faut laisser ça très peu de temps parce que sinon, on va tuer le couvain, quoi. Donc, on laisse ça 24 heures grand maximum, sauf à tuer sa ruche, quoi. Voilà pour sa récolte, ça se consomme frais, ça peut se congeler aussi. Au frigo, ça tient une semaine en gros. Ça se congèle très très bien. Une nuance par rapport à des choses qui circulent, si vous consommez du pollen, en fait, le corps humain digère très mal le pollen. En gros, nous, on digère pas, on casse pas l'intérieur de la coque du pollen. Si vous en consommez, faut le dissoudre, en particulier dans un corps gras. Vous avez intérêt à le mettre dans un yaourt, à attendre 2 heures, et vous aurez beaucoup plus les bienfaits du pollen que si vous le prenez directement, quoi. Voilà pour une petite nuance, un petit conseil. Voilà pour le pollen. Est-ce que vous avez des questions? Il nous en reste 4 à voir. 6. Vous avez déjà utilisé la pollen? Ah, ouais, on avait essayé une fois. Ça n'avait pas très bien marché. Ok. Je l'ai vu au rucher, je me demandais ce que c'était. C'est Corinne qui m'a expliqué ça. Ouais. En fait, non, la bêtise qu'on avait faite, c'est que, en fait, techniquement, il faut installer la trappe et mettre en position ouverte pour que les abeilles s'habituent à cette modification de l'entrée. Mais on ne récolte pas, on laisse ouvert complètement. Il y a une barrière, on la laisse ouverte, là, c'est une barrière avec les petits trous. On attend 2-3 jours et ensuite on ferme. D'accord. Voilà. Sinon, ça marche pas très bien. Parce qu'en plus, il y a des entrées sur les deux côtés. C'est laissé ouvert sur les deux côtés pour que les mâles puissent quand même sortir. Les mâles ne passeraient pas le trou, ils seraient trop gros. Ah oui. Donc, quand on l'installe et si on la ferme tout de suite, tout le monde passe par le côté et ça ne marche pas, quoi. Voilà. Il y a d'autres applications pour le pollen qu'alimentaire? Non, pas à ma connaissance. Si tu veux polliniser tes plantes avec ton petit pinceau. Non, pas à ma connaissance. Tu en fais quand même des petites récoltes, c'est un peu chiant, vous avez vu, j'ai dit 24 heures, donc c'est un peu chiant aussi à récolter, quoi. Et quelles sont les vertus du pollen? Plein de bonnes choses, je ne sais pas très bien, mais plein de bonnes choses. C'est juste que des défenses immunitaires, des trucs comme ça. Ouais. Moi, on en prenait petit justement dans des yaourts ou des corps, ouais, des trucs comme ça, mais le matin, ouais. D'accord. Mais plein de bonnes choses. Forcément. Mais c'est pas très bon. Non, c'est un peu âpre. Ok. On fait un petit tour sur la gelée royale. Alors, la gelée royale. Donc, vous savez, la gelée royale, les abeilles nourrissent tout le couvain, tous les œufs à la gelée royale pendant 3 jours. Et la reine toute sa vie. La gelée royale, c'est une espèce de petite crème blanche, un peu dégoûtant. C'est un peu comme du sperme, quoi, en gueule.
Donc, toutes les abeilles sont nourries avec ça 3 jours, hein, mélangées donc avec un peu de miel, mais c'est un petit mélange. On les trouve au fond des cellules. Voilà. Alors, en fait, techniquement, on reverra ça aussi au niveau de l'anatomie. Donc, il y a 2 glandes. Il y a 2 glandes qui produisent ça sur chaque abeille. Hein. Pareil, c'est un moment de sa vie où elle va fabriquer ça, et puis après, elle passe à autre chose, puis d'autres se mettent à la fabriquer. Mais les abeilles qui le produisent ont 2 glandes qui fabriquent de la propolis. Il y a la glande qu'on appelle hypopharyngienne, qui est plutôt vers les hauteurs de la tête. Hein. Et il y a la glande mandibulaire, qui est vraiment basse au niveau des mandibules. Et c'est un mélange des productions de ces 2 glandes qui vont créer la gelée royale définitive. Finalement, sans doute que les proportions de ces 2 gelées royales, disons, sont pas les mêmes quand les abeilles nourrissent des œufs simples d'ouvrières et quand elles nourrissent la reine. Le rapport entre les deux n'est pas la même, donc la composition n'est pas la même de la gelée royale. Il y a une nuance, quoi. Hein. Dans une voilà. Quand on récolte ça, généralement, on fait de la production de reines, on fait des cellules de reines, on les laisse pas naître, enfin, on les laisse même pas operculer. Et au bout de quelques jours, quand la cellule de royale est formée, qu'elles l'ont bien remplie de gelée, on récolte. Donc c'est très compliqué à faire. Ça se fait avec des petites seringues, enfin d'un tout petit tuyau. Enfin, faut fabriquer des reines et puis après faut aspirer cellule par cellule. Donc on va récolter en gros 1 gramme, 1 demi-gramme par cellule royale. Enfin c'est des toutes petites productions. C'est pour ça que c'est extrêmement cher. Sur une colonie qui est vraiment dédiée à ça, on va faire un petit, pour des professionnels, 500 grammes, quoi. Ce qui est déjà beaucoup, quoi. Voilà. Et puis un travail qui est gigantesque. Ses vertus, on ne sait pas très bien. Enfin, il y en a plein. Ce qu'on sait, c'est que c'est un produit hyper calorique, hyper riche en plein de choses, et qu'on voit bien que la reine, elle n'a pas la même forme, pas la même espérance de vie que les abeilles, que les ouvrières. 30 jours pour les ouvrières, 4-5 ans pour une reine. Alors certes, elle n'a pas le même travail, mais la nourriture joue beaucoup. On voit que la reine, elle pond ses 2000 œufs par jour. C'est l'équivalent de son poids. Pour avoir la forme, il faut être bien nourri. Donc voilà, la gelée royale, on lui prête beaucoup de vertus. En achat, c'est pareil. Hein, il y a beaucoup de choses qui arrivent de Chine. Moi personnellement, j'en achèterais pas. C'est extrêmement cher et puis on ne sait pas ce que c'est, quoi. En vrai. Et normalement, il faut que ce soit extrêmement frais, quoi. C'est un produit qui, évidemment, s'abîme très, très vite. Voilà pour un petit tour d'horizon. Tu peux redire comment ils le collectent, les pros? Avec un tuyau. Tuyau, petite seringue. On ramène les cellules royales au labo. Il faut les ramener. Et puis, on a un petit aspirateur. C'est vraiment un tout petit aspirateur, quoi. Ça se fait cellule par cellule. D'accord, mais à l'intérieur, il peut avoir des couvains ou que des cellules de reine. Que des cellules de reine. Ah ouais. Parce que sur les cellules de couvain, il y en a vraiment trop peu. D'accord. C'est pas intéressant, c'est trop compliqué, quoi. D'accord. Et en plus, comme tu as compris, c'est pas la même. Elle n'est pas aussi. Ouais. On voit d'ailleurs, ça se voit à l'œil nu, parce que dans une cellule de reine, la gelée royale, elle est très blanche. Dans une cellule d'ouvrière, enfin autour de l'œuf, elle est plutôt translucide. Elle n'est pas aussi blanche. C'est pas ça se voit à l'œil nu, hein, c'est pas la même. Et on peut faire en sorte d'avoir un couvain où il y a beaucoup de cellules de reine?
Ouais, bien sûr. Il y a les techniques. Il suffit d'enlever la reine. Et ouais. Donc ils font ça pour avoir plus de gelées royales. Ouais. Alors, on le fait avec un cadre spécial. On met des amorces pour vraiment les pousser à ne faire que de la cellule de reine, quoi. Mais on ne fait pas 250 cellules par tiens, on va mettre 2 cadres, on va les faire, je sais pas, 20 ou 30 par 30, quoi. Ah ouais. Donc, c'est... Ouais, pour remplir un petit pot qui va en pharmacie, il faut y aller. Ouais. Par contre, on récolte avant l'operculation de la reine. Après, son œuf va manger la gelée. Donc, vous vous souvenez, pour la reine, 3, 6, 9, 3, l'œuf, 6, la larve, on récolte là, donc à 9 jours. D'accord. Voilà. On ne récolte pas après l'operculation. Donc, tous les 9 jours, il refait un coup. Mais c'est un boulot délicat et monstrueux, plus qu'il faut être sanitairement extrêmement propre, quoi. Ouais, donc c'est pas pour nous, quoi, en gros. Non, du tout. Non, la montée en puissance, ce sera de l'élevage de rennes, ce qui est déjà un bon morceau. Ouais. Voilà pour la gelée royale. La propolis. Je garde le miel pour la fin. La propolis. Vous avez dû voir aussi au rucher où vous verrez dans pas longtemps. La propolis, disons un mastic. C'est un mastic dont les abeilles vont se servir pour recouvrir les parois. En gros, s'il y a un trou et qu'elles sont pas capables de passer au travers, elles le bouchent avec de la propolis. On a même des cas, j'ai déjà vu qu'elles trouvent carrément l'entrée de la ruche trop grande et qu'elles réduisent elles-mêmes l'entrée avec de la propolis. Elles se font carrément alors là, on se retrouve avec plusieurs centimètres de propolis qui vont vraiment faire un petit... on l'avait vu sur une varée avec Sophie et elles avaient laissé 2 petits trous grands comme ça sur une ouverture qui était de cette taille-là, quoi. Et c'était pas pour se protéger contre les frelons? Non, je pense que c'était plutôt des problèmes de vent et d'aération, quoi. Ah ouais. Mais enfin, c'est un mastic, quoi. Alors, c'est vraiment un produit incroyable. Juste, c'est vraiment la première utilisation propolis. Alors, propolis, pro, c'est devant, et polis, c'est la cité, la ville. Propolis, c'est fermé, c'est devant la cité, c'est devant la porte, c'est la porte. Donc, c'est vraiment pour les premières observations, c'était ça, c'était des abeilles qui fermaient, quoi, qui fermaient les entrées avec la propolis. Alors, la propolis, c'est quoi? La propolis, en fait, c'est de la résine. La résine des bourgeons. Donc, les abeilles vont récolter cette résine, c'est vraiment de la résine. Elles vont le rapporter à la ruche et puis elles vont le mastiquer, le retravailler, le fermenter, enfin, pas le fermenter, mais disons le travailler avec la salive pour en faire évoluer la composition, quoi. Voilà. C'est des résines de n'importe quel bourgeon ou de certains arbres en particulier? Plus c'est résineux, mieux c'est, mais c'est vraiment au niveau des bourgeons que ça se passe. Donc un peu potentiellement tous les bourgeons, mais bon, évidemment plus à des endroits que d'autres, quoi. Tout comme une fleur qui a très peu de nectar, elle va pas être très visitée, quoi. Mais ça dépend encore des besoins de la ruche, etc., quoi. Mais c'est vraiment la partie du bourgeon, hein. C'est pas par exemple un résineux, un sapin qui a des espèces de sorties de résine. C'est pas cette partie-là, quoi. Ok. Donc concrètement, c'est-à-dire qu'elles vont sur le bourgeon et prennent de la résine et le mettent quoi dans leur abdomen et après Non, pareil sur la corbeille, sur les corbeilles, sur les corbeilles, sur les pattes arrière. D'accord. Le stock. Et le stock, elles en prennent quand elles en ont besoin, c'est ça? Ouais, alors dans mes cours, j'ai retrouvé dans mes cours à la SCA, on disait que c'était pas stocké. Je comprends pas très bien parce que en fait c'est stocké.
C'est déplacé dans la ruche. Très franchement, nous on l'a vu, on l'a observé quoi. Donc ouais, c'est déplacé quoi. Hein. Il y a pas de, ça me paraît pas un gros souci. D'accord. Tiens, je vous mets dans le chat quand même parce que ça fait 2 fois que j'en parle. Un renvoi vers des photos des corbeilles à pollen. Ouais. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, mais vous avez dû le voir sur des abeilles à l'entrée de la ruche, c'est vraiment sur les pattes Bah, arrière. ouais. Quoi. Voilà. Et ça, c'est pas un truc net, quoi. C'est pas. C'est comment dire. C'est en collectant du pollen qu'elle crée ces corbeilles. C'est pas un truc Non. qui leur appartient à elles. Attends, pardon. C'est pas un truc c'est pas à partir de leur corps. Et si, c'est morphologique. La corbeille à pollen, c'est vraiment morphologique. Ah oui, On d'accord. le verra sur les pattes arrière, il y a comme un petit panier en fait sur la forme des pattes. Les 3 paires de pattes sont pas du tout la même forme. Et les pattes arrière, il y a des brosses pour pouvoir se nettoyer. Et il y a une corbeille, vraiment un petit panier dans lequel elles peuvent déposer des boules. Quoi. Donc, quand ce peigne, panier est complètement rétracté, on le voit pratiquement pas, c'est ça? Si, on le voit, mais pas à l'œil nu comme ça. Quoi. Ah, pas là. Mais tu le vois de près. On reverra ça avec l'anatomie. On les verra vraiment avec l'anatomie, toutes les pattes et tout. Ok? Ok. Ça vous va? Ok, la propolis, donc récoltée, ramenée dans les cases en boule, en fait. C'est dur quand il fait froid, la propolis, et ça devient très collant comme du chewing-gum quand c'est chaud. Les caractéristiques de la propolis, c'est un produit dément, c'est un produit mais dément. C'est un antifongicide, hein, c'est-à-dire qui tue les champignons, et un antibactérien, c'est-à-dire qui tue les bactéries. Techniquement, donc, elles vont isoler avec ça. Elles peuvent très bien s'en servir aussi dans le cas, par exemple, une souris qui va rentrer dans la ruche l'hiver ou à la fin de l'été. Elles vont la tuer, mais elles peuvent pas se débarrasser du corps. Le corps va rentrer en putréfaction et tuer la ruche, quoi. Et donc, elles vont l'embaumer, le momifier, quoi. Elles vont le couvrir de propolis et ça va empêcher les bactéries de se propager et condenser les bactéries. Ça va créer une momification. Donc, c'est vraiment un produit dément, quoi. Hein. Ça fait partie des produits qui étaient utilisés par les Égyptiens pour les momies. Hein. C'est en particulier, c'est des mélanges de pétrole et de propolis, quoi, basiquement les momies. Donc j'avais bien compris déjà l'histoire. En pratique, j'avais vu une étude. Enfin, c'est vraiment un produit génial. Hein. C'est sans doute l'avenir des antibiotiques. En gros, si on couple de la propolis avec des antibiotiques, on peut réduire la dose d'antibiotiques de 1 à 2 tiers. Je vous parle d'études scientifiques, hein, c'est pas. Je parle des gens qui travaillent vraiment in vitro et qui font ça. Aujourd'hui, le problème Raoult. Ouais, non, c'est pas. Et c'est pas de m'embarquer dans des conneries, toi. Oh, il va encore falloir que je fasse du montage. Non, mais c'est un produit. En fait, son système antibactérien, il y en a 2. La propolis, quand elle est en contact avec des bactéries, elle a 2 actions. La première, c'est qu'elle envoie un message chimique qui est un leurre et qui dit aux bactéries ça y est, vous êtes nombreuses, vous pouvez attaquer. Parce que les bactéries, grosso modo, ont 2 phases, ont une phase d'expansion, de reproduction, et quand elles estiment qu'elles sont suffisamment se faire rétamer par des anticorps parce qu'en fait, elle est très faible, elle n'est pas nombreuse. Quoi. Donc, elle va se dévoiler trop tôt, quoi, disons.
Ça, c'est sa première action. Sa deuxième action qui intéresse énormément la pharmaceutique, c'est que les bactéries, quand elles sont très nombreuses, elles développent en fait, c'est pas unicellulaire, ça vient en groupe comme tous les animaux. Elles vont fabriquer ensemble ce qu'on appelle un biofilm, qui est une sorte de couverture et qui va les protéger. Et les antibiotiques actuels ne savent pas passer ces biofilms. Et beaucoup de... Je ne suis pas un spécialiste de la médecine, hein, mais donc je vous fais le schéma en gros. Mais en gros, les antibiotiques ne passent pas ces biofilms et une partie du problème de résistance des bactéries aux antibiotiques est liée à la présence de ces biofilms. Et la propolis déchire ce biofilm, donc casse la défense des bactéries. Donc c'est vraiment un produit absolument incroyable. Le problème actuel de la pharmacie, c'est le vecteur, c'est-à-dire d'amener la propolis au bon endroit. Tandis que les antibiotiques, on sait à peu près les amener au bon endroit dans le corps, ce qu'on ne sait pas faire avec la propolis. Il y a un deuxième problème pour la pharmacie, enfin, les produits, les labos pharmaceutiques. Ça découle de ta question, Nico, c'est que en fonction de où elle est récoltée, sur quel arbre, dans quelle région, la propolis, elle a un contenu chimique qui n'est pas stable. Elle est très variable. Donc évidemment, la science moderne aime les choses très normées. Donc la propolis, c'est un peu voilà, en fonction d'où ça vient. Et comme on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est si puissant dans la propolis, voilà, pour industrialiser ça, c'est évidemment des questions encore très très problématiques. J'ai vu une étude il n'y a pas si longtemps pour vous illustrer l'avenir qu'il y a. Université de Californie, hein. Donc je parle d'un travail universitaire, hein, in vitro. Ils ont mis en contact des cellules cancéreuses de prostate avec la propolis. La propolis a détruit les cellules cancéreuses sans détruire les cellules de prostate. Ça. Donc c'est vraiment un produit dément, quoi. Voilà, bon, les Égyptiens faisaient de l'embaumement, les Incas soignaient les fièvres avec. Enfin, c'est un produit, ça fait longtemps qu'on connaît sa puissance. Voilà, c'est vraiment un produit dément, quoi. Une ruche, elle peut récolter entre 50 et 300 grammes par an. Voilà. On récolte ça sur des cadres spéciaux ou des grilles. Donc, on utilise cette caractéristique, je vous ai dit, des trous que ne traverse pas l'abeille, elles vont le remplir. Voilà. Encore une fois, si un jour vous en achetez, il y a deux dans le commerce, disons, dans la vente, on distingue deux propolis. Il y a celle qu'on appelle la propolis de grattage, c'est-à-dire c'est le fait on va gratter un peu sur les cadres, tout ce qu'il y a un peu partout dans la ruche, les bords, on les gratte, puis on récolte ça. Encore une fois, moi jamais je prendrais ça parce que vu les produits chimiques qui rentrent dans certaines ruches et dont les gens voient pas forcément le problème. Bon, quand c'est en boule, vraiment des petits grains, c'est issu vraiment d'une récolte. On a mis un cadre spécial ou une grille, en fait, des principes de grille. Là, on est déjà un peu plus sûr que c'est propre, quoi. Et que normalement, ça n'a pas été en contact avec des traitements. Voilà, un peu pour un tour d'horizon de ce produit, la propolis, qui est miraculeux, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on aura intérêt, nous, à essayer d'en collecter? Ouais, on a une grille. Ouais. Moi, j'en prends chaque année, hein. Il y en a encore un peu en stock, je pense. Mais ouais, c'est bien. Il y a une grille. On a deux choses au rucher. On a un cadre spécial
ça n'a pas marché. La fois, on a testé, puis je n'en ai pas convaincu par le système. Et on a acheté une grille. C'est vraiment, c'est comme une grille, quoi, avec des tout petits trous, qui se met au-dessus du couvre-cadre, sur la ruche. Ça marche super bien. Et après, donc, quand il est rempli, on le sort. Et puis on le frotte comme ça, et puis les grains tombent. On congèle pour que ça redevienne dur, puis on frotte. Puis quand on est au contact des mains, ça réchauffe, ben on le remet au congélateur, et puis on refait un coup après. La grille était chez ma mère, je crois que Corinne l'a récupérée normalement. Mais ouais, non, mais franchement, faites-en et puis partagez-le vous. C'est un produit, pour moi, c'est un produit d'apiculteur, quoi. Oui, c'est pas commercialisé forcément, mais Non, parce qu'on peut pas garantir. Hein, c'est très compliqué à garantir et puis il faut des gens qui savent, quoi. Moi, j'en ai filé aussi un peu, mais qu'à des gens voilà, des gens qui savent, ça se file aux copains. Ouais, disons, ça se vend vraiment 3 francs 6 sous. Donc, vaut mieux donner à des gens qui ont conscience de la valeur de ce truc, quoi. Parce que c'est un produit miraculeux. Donc c'est bête de le gâcher, quoi. Attendez, ça sonne. Ouais, c'est bon. Voilà. tu vas encore devoir couper. Hein. Oh Et les abeilles le consomment? Non, c'est un mastic. C'est un mastic, donc Ouais. pour elles, c'est pas du tout de la consommation. Non. D'accord. Non. Après, elles peuvent renforcer avec d'autres choses. Hein. Quand on l'analyse, il y a un peu de cire, il y a un peu de miel, il y a un peu de tout, hein, dedans. La ruche dont je parlais, où elle avait vraiment fait une grosse construction qu'on avait vue avec Sophie, elle n'était pas pure, la propolis, il y avait des grains de sable dedans. Mais ça faisait une grosse construction, quoi. Et il y avait plein de sable dedans. Qui était pas quand nous, on n'avait pas rentré dans la ruche, quoi. Il y a d'autres bêtes qui les consomment, ça intéresse? Non. Ça intéresse pas les ours, ça intéresse. Non, ça intéresse. Que les humains. Ouais. Et c'est un truc récent d'avoir découvert que ça avait des vertus. Non, les humains sont toujours soignés avec ça. D'accord. Ah oui, tu disais les Incas, les Grecs, Et- les Égyptiens. Ouais, c'est récent qu'on se rende pas compte de la valeur de ce truc. Ouais. Mais ça y est, c'est en train de revenir. Ouais. Bon, on voit dans les pharmacies, hein, bonbons, la propolis, tout ça, Ouais. quoi. Alors, dans la consommation, pardon, quand même une précision, un truc, ça se dissout pas dans l'eau, ça se dissout que dans l'alcool. Donc, ce que vous allez trouver, c'est ce qu'on appelle de la teinture mère. La teinture mère, c'est on fait fondre quelque chose dans de l'alcool. D'accord. Généralement, on fait 20% de propolis et 80%. Il y a des. Après, moi, à Pimondia, j'ai trouvé une huile de propolis, mais je ne sais pas très bien comment ils ont produit ça. Et j'avais trouvé de l'eau avec du propolis, des Taïwanais qui avaient réussi à mettre de l'eau de la propolis dans de l'eau, mais ils ont refusé de m'expliquer comment ils faisaient. C'est extrêmement secret leur histoire. Mais c'était vraiment de la propolis dans de l'eau, quoi. C'était assez étonnant. C'était l'eau de Fukushima, donc ça marche mieux. Voilà. Il y avait un truc. Un secret industriel. Ouais, gros secret, mais ils sont les seuls à ma connaissance à savoir faire ça, quoi. Moi, je l'avais jamais vu, quoi. Voilà, la teinture mère, par contre, ça peut se faire simplement. Hein. C'est assez simple à faire. Il faut de l'alcool fort. Et ça tâche beaucoup. J'ai taché beaucoup de vêtements avec de la propolis. Ça part pas. Voilà. C'est bon pour la propolis, ça va? Salut. Ça va? Yo. Ça va. Pardon, je suis un peu en retard. Je veux pas vous couper. Attendez, je vais enlever ma vidéo. Mais... D'ailleurs, je suis en train de m'apercevoir que je n'enregistrerai pas ma tête, d'ailleurs. On va finir par faire que du son, parce qu'en fait, l'image... Hein...
Ok. Bon, on est dans les produits de la ruche. On vient de se faire la cire, le pollen, la gelée royale et la propolis. Ah, vous avez fait tout ça? Ouais. On va passer au venin. Ça va être assez court, le venin. Donc, je vais pas vous décrire l'effet du venin. Tout le monde s'est déjà fait piquer. J'espère que tout le monde se fera piquer vite pour savoir ce que c'est. Ça crée une sorte de brûlure, quoi, un sentiment de brûlure. Donc, il y a un dard, il y a des glandes à venin. D'ailleurs, tout le monde sait quand on se fait piquer, comment on fait? Vous avez vu ça? On avait vu, non? Vous avez tous coupé votre voix. Je fais un petit rappel. Donc, mais on reverra pareil avec l'anatomie. Bon, je vous la fais courte, mais on passe un cadre, un truc plat, une carte de crédit, le lève-cadre, on le passe et on gratte pour casser le dard qui est dans la peau et on laisse les glandes à venin qui sont à l'extérieur. Voilà. Le venin, ça crée un sentiment de brûlure. La reine, elle en produit en gros 5 fois plus que les ouvrières, ce qui est assez logique puisque les ouvrières vont piquer pour se défendre, mais ne vont piquer qu'une seule fois. Elles y perdent leur système, une partie de leur abdomen, tout ce qui est glande à venin, etc., qui reste attaché, elles vont mourir après avoir piqué. La reine, elle, a un dard différent. Elle n'a pas un dard en forme de harpon, elle a un dard lisse, donc elle peut planter et ressortir son dard. Donc elle peut piquer plusieurs fois. En pratique, elle va en particulier s'en servir à la naissance des reines. Quand elle naît, elle est souvent en concurrence avec d'autres cellules royales qui ne sont pas encore nées ou qui sont déjà nées. 2 reines peuvent naître en même temps. Si 2 reines naissent en même temps, elles vont se battre et puis celle qui arrive à piquer l'autre a gagné, grosso modo. Si elle est la première à être née et que les autres ne sont pas nées, elle va faire le tour de ses concurrentes, des autres cellules royales, et elle va piquer à travers la cellule, elle va piquer la reine qui n'est pas encore née, et elle va se faire toutes les cellules les unes après les autres pour être sûre de ne pas se faire emmerder par une concurrente. Voilà, donc ça lui sert la reine principalement juste après sa naissance, quoi. Sur son utilisation, c'est pas tant utilisé en Europe, c'est utilisé dans des produits pharmaceutiques, des gens qui mettent, on ne sait pas forcément très bien, mais dans les mélanges et dans les médicaments, il y a une utilisation par l'industrie parce qu'il y a des récoltes. Dans les utilisations franches et nettes, en Chine, on soigne l'épilepsie avec ça. En Roumanie, les Roumains sont extrêmement forts pour leur utilisation du venin. Ils utilisent ils luttent contre l'arthrose avec du venin d'abeille, donc ils cure. Et c'est vraiment très très utilisé. Il y a beaucoup pas médecins, mais enfin ou médecins ou gens qui font de la médecine naturelle ou bio, ou on l'appelle comme on veut, mais qui traitent l'arthrose avec ça, avec des effets qui sont reconnus, disons connus et compris depuis longtemps, quoi. Les Roumains sont vraiment très très avancés là-dedans. On commence la lutte contre Parkinson, commence à s'intéresser au venin d'abeille. Voilà, donc il y a aussi des choses à venir là-dedans. Il y a 2 manières de faire. Les Roumains, traditionnellement, ils s'embêtent pas. Ils prennent la personne, tu as mal au bras, je te mets une abeille, elle te pique et puis l'affaire est réglée. Tu as du venin. En pharmacie, les labos, ils vont utiliser des membranes. En fait, on met des membranes devant la ruche. C'est des membranes microporeuses et on fait passer un léger courant électrique dans la membrane.
Donc, quand l'abeille se pose, elle prend un petit courant électrique, ça fait comme ça, un petit coup de stress, et elle va piquer la membrane. Et donc, elle va lâcher son venin à travers la membrane et qui va couler dans un réceptacle en dessous. Voilà, autant dire que c'est compliqué à récolter, que c'est un massacre et que c'est de toute façon des toutes petites micro-quantités, quoi. Voilà un peu pour le venin. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter? Pourquoi est-ce que l'abeille produit tout au long de sa vie, alors que finalement son venin lui sert essentiellement au tout début? Est-ce qu'il y a d'autres utilisations du venin pour la reine par la suite ou... Pour la reine, non. Est-ce que l'ouvrière produit du venin tout au long de sa vie? C'est une bonne question. Ça serait pas très logique en fait, vu qu'on a vu qu'elle fabrique de la cire que à des moments particuliers, qu'elle fait de la gelée royale que au tout début de sa vie. Elle n'a pas tant de raisons de fabriquer du venin avant d'avoir rejoint au moins l'entrée comme gardienne ou d'aller à l'extérieur comme butineuse, où là, elle peut avoir besoin de se défendre. Mais à l'intérieur de la ruche, quand elle est nourrisseuse, quand elle est manutentionnaire, quand elle est constructeuse, qu'elle construit de la cire, il n'y a pas de raison qu'elle ait besoin de venin, c'est pas qu'elle en produise. J'ai jamais rien vu là-dessus, mais maintenant, tu me mets dans l'idée que si on faisait l'étude, j'aurais tendance à penser que ça pourrait conclure qu'il n'y a pas de venin avant un certain temps. Ok. Peut-être que toute abeille est prête à défendre la ruche, quel que soit son stade. C'est pas son boulot. Mais en cas de pillage, oui, ça peut arriver. En cas de pillage, ça peut arriver qu'elle ait à défendre, y compris une nourrice. Ok. Le venin de la guêpe est similaire à celui de l'abeille? Il y a des spécificités? Je pense pas. D'accord. Je pense pas parce que ça fait plus mal. Et que si tu regardes, si tu remontes jusqu'au frelon, le frelon, son venin n'a pas du tout le même effet. Pas du tout le même effet, quoi. Donc c'est pas le même composant. Et... pas la même composition. Ok. Et quand on se fait piquer, les signes, enlever le dard et frotter avec je sais plus quoi, ça c'est... Ouais, ce qu'on dit de l'acide, du vinaigre, du citron. Ouais. L'autre chose, ça serait la chaleur qui casserait le venin. Les molécules de venin, donc chauffées avec un briquet, avec un truc chaud. Bon, je sais pas si remplacé par une brûlure est si intéressant. Mais bon, moi, je crois que frotter pour faire circuler l'homéopathie, assurément, sur plein de gens voient la différence quand ils ont pris 3 granules et quand ils n'ont pas pris 3 granules. Et voilà. 3 granules de quoi? De Apis. Apis, ouais, il ne s'appelle pas Apis mellifera, mais quelque chose qui ressemble. Ouais. Apis mellifica. Mellifica. Tout à fait. Et, bon, voilà, c'est comme toujours avec l'homéopathie, ça coûte pas grand-chose de le prendre et il y a plein de gens pour qui c'est très clair la différence. Y compris Seb, par exemple. Voilà, c'est quand même un produit très puissant qui est capable de déclencher une réaction allergique chez un humain ou un autre animal, quoi. Y compris avec peu de piqûres, quoi. Ouais, c'est pas anodin. Ouais. Non, c'est un... Je vous rappelle que c'est pas parce qu'on n'est pas allergique qu'on peut pas devenir allergique. Qu'il y a une tendance à plus on est piqué, plus on a des chances de devenir allergique. Il y a des apiculteurs en vieillissant qui deviennent allergiques.
On pourrait croire l'inverse, mais non, c'est plutôt ça la logique. Et je vous rappelle qu'un choc anaphylactique, c'est-à-dire vraiment l'allergie où la personne risque sa vie par étouffement, c'est-à-dire la gorge qui gonfle et qui risque l'étouffement, c'est dans les 15 minutes, quelqu'un qui se fait piquer, il faut surveiller 15 minutes. On regarde, s'il commence à avoir des bouffées de chaleur, qu'il ne se sent pas bien, qu'il a besoin de s'asseoir et tout, on le garde bien sous surveillance. S'il commence à s'allonger, on appelle vite les pompiers, quoi. Le traitement, c'est EpiPen, c'est de la antihistaminique. Non, c'est pas un antihistaminique, c'est de l'adrénaline en fait. C'est de l'adrénaline. C'est une dose d'adrénaline. Ouais. Voilà. Et puis en cas extrême, c'est la trachéotomie avec un joli bic que vous avez dans la poche, quoi. Pour faire un trou dans la gorge. Sympa. C'est principalement alors, ça, c'est l'extrême de l'extrême. Les causes de mort, c'est étouffement ou crise cardiaque. Voilà, c'est les deux. Voilà. Enfin, ça se reconnaît. Ça se reconnaît et c'est dans un quart d'heure. Donc, passer le quart d'heure, c'est bon. Il n'y a plus de risque. Hein. Donc, c'est pas. Voilà. OK. Juste, tu peux redire dans quelles circonstances les abeilles, elles piquent, ou elles attaquent, ou quels sont les signes ou les situations où, parce que normalement, elles attaquent pas. Tu marches dessus, tu représentes un risque ou des intrus représentent un risque. Un animal qui veut rentrer dans la ruche, d'autres abeilles étrangères qui viendraient piller, une souris, un autre truc, un ours, quoi que ce soit. Des mauvaises manipulations sur la ruche, et puis c'est augmenté en plus par un temps orageux. Une ambiance un peu stressante, une odeur. On dit classiquement classiquement on dit l'odeur de banane. Ah ouais? Ouais, très franchement, c'est pas vrai. J'ai fait la semaine dernière. J'avais laissé une banane de banane. J'ai fait le test parce que j'avais une vieille banane qui traînait dans mon sac d'apiculture et j'avais mes gants dessus. Et je l'avais oublié. Et donc, je suis allé au rucher avec, franchement, les gants qui sentaient vraiment la banane, quoi. Et j'ai pas eu de problème plus que ça. La banane Haribo, plutôt. J'avais fait une banane avec mes cheveux et je me suis pas fait attaquer. Je vous envoie sur WhatsApp en fait un produit à base d'huile essentielle bio qu'on m'a filé la dernière fois que je me suis fait piquer et du coup qui a été très efficace pour faire dégonfler en fait la piqûre et soulager la douleur. Je vous l'envoie là tout de suite. Okay. Seb, ça veut dire que tu t'es fait repiquer? Eh oui, monsieur. Ça veut dire que tu n'es pas allergique systématiquement? J'ai une allergie dans le sens où systématiquement, moi, quand je me fais piquer, ça gonfle, ça devient douloureux. Une piqûre à la main, au bras, je vais la garder, ça va gonfler. Alors, comme tu dis, dans le quart d'heure qui suit, je sais que c'est juste une piqûre et que ça ira pas plus loin, que c'est une réaction locale. Et ça peut me durer entre 3-5 jours, hein, facile. Hein. Donc, avec, ça peut être un peu douloureux, etc., démanger. La fois où j'ai fait le choc anaphylactique, c'est que j'ai eu 6 piqûres d'affilée, là, au niveau de la veine qui monte au cerveau, quoi. De l'artère qui monte au cerveau. Donc, il y avait l'endroit. Le venin circulait très vite et du coup, j'ai fait un choc anaphylactique qui, voilà. C'est que quand t'es avec moi, quoi. Comment? C'est que quand t'es avec moi. Et c'était que avec toi. Depuis, tout va bien. Cool. C'est cool. Super. Ouais. Non, mais depuis, je me suis assez fait peu piquer parce que je pense que je fais plus attention aussi. Une des conneries que je faisais aussi, que j'avais tendance à faire, au-delà de pas bien vérifier ma combi, fermer, etc., c'est que je commençais à prendre une confiance, c'est-à-dire que la réaction allergique n'était pas très grave, quoi.
je me disais bien, je prenais confiance et j'avais tendance à me dire on n'avait pas besoin d'enfumer. C'est une grande discussion ça sur l'enfumage parce que ça perturbe la ruche, ça peut laisser du goût dans le miel, etc., etc. Et en fait, depuis, moi j'ai regardé pas mal là, des émissions sur de l'apiculture un peu à travers le monde. C'est assez rare en fait que les gens soient protégés comme nous on l'est avec des combinaisons. Par contre, systématiquement, tout le temps, il y a de la fumée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voire même avec des plantes particulières qui vont apaiser les abeilles, etc. etc. Voilà. En plus des résistances que peuvent avoir les gens aux piqûres. Mais voilà. Donc la question de l'enfumoir, elle me semble quand même importante dans la manipulation et l'approche de la ruche. Super. Ok. On passe au dernier produit de la ruche proprement dit, le miel. Donc le miel. Le miel, à la base, c'est du nectar. Donc vous vous rappelez, les fleurs, elles veulent se profiter des insectes pour propager leur pollen. Et pour ça, elles le récompensent, elles l'attirent, elles le récompensent en le nourrissant, en mettant au fond de la fleur un petit nectar qui est sucré, qui va nourrir l'insecte. Pour les plantes appelées plantes à fleurs. Voilà. Donc, elles livrent le nectar aux abeilles et donc à nos abeilles mellifères. Les abeilles mellifères vont l'aspirer, vont le rentrer dans le jabot, qui est une sorte de pré-estomac. Ça ne traverse pas le corps de l'abeille, ça rentre et c'est juste derrière la cavité buccale. Et c'est stocké comme ça. Et ensuite, au retour de la ruche, c'est régurgité. Mais ça ne traverse pas l'abeille. Hein. À aucun moment, c'est pas comme le lait d'une vache, par exemple. Hein. Donc, on est sur un produit qui est à moitié transformé. Les abeilles, une fois rentrées à la ruche, les butineuses, elles rentrent et il va y avoir un jeu successif de transmission. Donc on appelle ça la trophalaxie. La trophalaxie, ça existe aussi chez les fourmis. C'est deux abeilles qui se mettent face à face et puis l'une transmet à l'autre par la langue. Elle lui donne le nectar. Et la suivante qui va elle rentrer dans la ruche. On évite que les abeilles fassent le trajet inverse, retournent à l'intérieur de la ruche pour des problèmes sanitaires. L'abeille évite de faire ça. Donc, elle se transporte le nectar sans que l'abeille qui est allée à l'extérieur retourne vraiment au cœur de la ruche. Donc, successivement, des abeilles vont se donner le nectar les unes après les autres, puis la deuxième transmet une troisième, etc., etc. Il se passe deux choses pendant cette transmission, cette trophalaxie. Le nectar va re-être en conditions extérieures, à l'air libre, et donc il va sécher un petit peu. La deuxième chose, c'est qu'il va être en contact avec la salive de l'abeille. Et donc, il va être transformé par la salive de l'abeille. Il y a une fermentation qui se fait, et puis il y a une digestion, une transformation enzymatique. C'est pas une fermentation, pardon. C'est une transformation enzymatique et qui va faire évoluer ses propriétés, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le trajet. Ensuite, il va être mis dans les alvéoles et les abeilles vont continuer on dit ventiler, c'est-à-dire qu'elles vont se mettre à battre des ailes pour faire circuler de l'air dans la ruche. Et ça, l'une des grandes fonctions, c'est d'évaporer toute cette eau qui est dans le nectar, quoi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Le nectar, en gros, il est à 50-80% d'eau. Le reste sont des acides aminés, des sucres. On va passer, les abeilles vont faire chuter ce taux d'eau de 50-80% jusqu'à, en Europe, chez nous, on va dire 18%. Parce que, en gros, à 19% d'eau, le miel est susceptible de fermenter. À 18%, il ne fermente pas, il ne peut pas fermenter.
Donc, on essaie toujours les abeilles le maintiennent, le descendent à ce niveau-là avant de operculer, c'est-à-dire fermer les cellules d'une petite couche de cire pour stockage en vue de l'hiver. Donc, il y a un gros travail d'évacuation d'eau pour tomber à ce taux de 18%. Sur des miels, même les miels, ils vont fermenter au-delà. On a des abeilles qui vont monter un peu au-dessus, mais on ne dépassera jamais en gros les 23% d'eau, quoi. Il y a des miels particuliers, miel de bruyère en Europe qui est plus fort. Les miels en Asie sont beaucoup plus liquides et avec beaucoup plus d'eau. Ils fermentent très vite à la chaleur, beaucoup plus vite. Voilà, donc il y a un gros travail qui est fait sur ce nectar pour que ça devienne du miel, quoi. Voilà. Donc le miel. Le miel, c'est un mélange. Donc on va trouver eau, acide aminé, beaucoup, et évidemment du sucre. Voilà, ces deux sucres, on trouve en gros, on trouve 2-3 sucres. On trouve du glucose, qui est le classique que tout le monde connaît, le sucre que nous on connaît comme classique. Le sucre qui s'achète en supermarché, c'est du glucose. Du fructose, qui est un miel plus complexe, plus long. On trouve aussi dans le nectar du saccharose qui va être transformé majoritairement en fructose, glucose. Voilà, en gros, on va trouver dans le miel, ça varie hein, d'un miel à l'autre. Et en composition moyenne, on va trouver en gros 32% de glucose, 38% de fructose. On va trouver 7% de maltose, ce qui est un sucre aussi plus complexe, plus long. On va trouver nos 18% d'eau. Et puis des sels minéraux, des acides aminés, des vitamines et un certain nombre d'éléments extrêmement bénéfiques et enrichissants au-delà du pur sucre, quoi. Les abeilles, elles vont s'en servir évidemment l'hiver pour se nourrir. Classiquement, elles s'en servent. Bon, on a vu tout à l'heure le pollen qui apporte les protéines, qui est pour la croissance du corps, pour le couvain. Le sucre, ben, c'est pareil que pour nous, c'est pour faire fonctionner les muscles. Donc, c'est pour l'effort. Donc, une butineuse, évidemment, elle y va au sucre, quoi, hein, comme nous, si on court. Et évidemment, il faut des sucres. C'est comme les humains. Si on mange que du glucose, ben, on a un petit coup de speed, mais c'est pas, ça maintient pas dans la longueur, quoi. Donc, on est sur 7% à peu près. 7% de maltose, Merci. 32% de glucose, 38% de fructose. C'est un miel un sucre plus complexe. Le maltose, 7%, 18% d'eau, sels minéraux, acides aminés et des vitamines. Voilà. Tout ça, c'est assez relatif. On a des miels, on va trouver aussi des saccharoses. On va y revenir. On s'en rend compte dans les miels, en fait, parce que le miel lui-même, il va évoluer. C'est-à-dire que les abeilles le font évoluer, mais dans le pot, quand il est dans le pot, il évolue encore. C'est un produit vraiment vivant, hein, c'est vraiment un produit vivant. Classiquement, quand il est liquide, c'est qu'il a une majorité de glucose. Et quand il cristallise, la cristallisation, c'est une transformation des sucres. Ce sont les glucoses qui sont en train de se transformer en fructose. Et donc, plus il y a de fructose, plus il va cristalliser et plus il va se transformer en fructose, quoi. Voilà. Un miel, il finit toujours par cristalliser. Y compris des miels de trèfle ou des miels hyper liquides, finissent toujours en plusieurs années par cristalliser. C'est même au niveau du consommateur, et si des gens vous posent la question, la cristallisation du miel, c'est un gage que c'est du miel. Quand on a du faux miel, tous les faux miels, ça cristallise pas. Du sirop, ça cristallise pas. Ça sèche, ça peut sécher, on peut se retrouver avec des cristaux au fond, mais on va pas se retrouver avec une cristallisation uniforme et puis l'évolution de la cristallisation où on voit la cristallisation prendre comme dans le miel, quoi. Donc c'est vraiment une cristallisation, c'est un gage de qualité, quoi.
Alors, c'est assez marrant ici, ils n'aiment pas du tout ça. Miel cristallisé, ça leur paraît pas bien. C'est assimilé en Amérique du Nord, c'est assimilé à du vieux miel, ce qui n'est pas totalement faux, mais, euh, mais bon. Et ici, ils vont faire un truc, ils le passent, les gens aiment beaucoup, ce qu'on appelle le miel baratté, et qui est en mélange, on prend du miel cristallisé, dur, on prend du miel liquide, et puis on mélange les deux, puis on les mixe. On va avoir de l'air qui va se mettre, et ça crée une sorte de crème, un peu, quelque chose d'un peu crémeux, un peu léger. Ça fait une pâte un peu blanche qui vire vers le blanc du fait de l'air, quoi, et qui est incorporé. Comme les miels de printemps, en fait, qu'on peut trouver en France et qui sont crémeux. Et Ouais. tous les miels crémeux sont des miels barattés. Ouais, mais non, je crois pas que ce soit parce que le miel baratté, c'est plus léger. C'est un peu plus aérien, quoi. On n'est pas dans Enfin, une mousse. en France, moi, j'ai pas entendu le mélange de miel cristallisé et miel liquide, mais qu'on arrivait en fait à des miels, on pouvait arriver à des, enfin souvent il y a des miels de printemps crémeux qui étaient Oui, en fait des techniques, voilà, de mélange quoi, de miel baratté. En fait. oui, tu as raison. Quand on dit crémeux, tu as raison, c'est du baratté. Mm. Ouais, l'appellation crémeux, c'est baratté. Euh, ok. Il y a quoi comme miel au Québec? Moi, je connais le miel de trèfle. Ouais, Du Québec. trèfle, bleuet, qui est très liquide, très fruité. On en avait goûté une fois, je l'avais rapporté. Beaucoup de miel de sarrasin, énormément de miel de sarrasin, parce qu'en vrai, la Bretagne ne produit quasiment plus de sarrasin et importe son sarrasin du Québec. Marrant, hein, j'ai découvert ça. Donc il y a une grosse production de miel de sarrasin. Et puis des pissenlits, mais le pissenlit, des choses comme ça, quoi. Mais trèfle beaucoup, et sarrasin beaucoup. Et puis du bleuet, des choses comme ça. Des baies. En miel venant de fleurs d'arbres, Euh, acacia, euh, fleurs d'acacia. Bah, il y a des miels de sapin, mais qui est un miel de miela. Là, Qu'est-ce que c'est qu'un miel de miela? Miel du de cul de miela. puceron. C'est la Voilà. merde de puceron dégueulée par des abeilles. Exactement. C'est exactement ça. Donc le miel de miela, c'est un truc assez particulier. C'est pas du nectar de fleurs. C'est donc les pucerons qui sucent la résine, enfin la résine de l'arbre, qui vont faire cuire le sucre. Et comme les fourmis, les abeilles vont venir sur leur dos récolter ce sucre et puis vont faire tout le processus de mastication, hein, enfin pas de mastication, pas mastication, mais gestion salivaire. Euh, voilà, les piqueurs, on dit les pucerons, mais c'est les piqueurs suceurs, c'est toute une catégorie. Eux, ils ne digèrent en fait que la protéine. Ça les intéresse pas le sucre. Euh, voilà. Ah, c'est du mélésitose. C'est un miel qui contient un sucre très particulier qui s'appelle le mélésitose, qui est un miel très complexe, extrêmement riche. J'ai dit ça, Carlos, tout à l'heure, c'est une bêtise, du mélésitose. C'est un superbe miel, c'est plein de vertus, c'est une merveille, quoi. C'est une merveille. C'est un miel très riche, on n'hiverne pas les ruches avec ça. Si elles le gardent pour l'hiver, c'est un miel qui provoque des diarrhées, c'est-à-dire la maladie de Nico. Oh, L'osmose. l'osémose, exactement. Voilà, c'est un miel vraiment très particulier. Je disais les piqueurs suceurs, effectivement, il y a les pucerons, mais des cicales, des cicadelles, je ne sais pas ce que c'est, des cochenilles. Voilà, il y a un certain nombre de piqueurs suceurs qui font ce miel. Ok, voilà pour la partie là-dessus, sur le miel de miela, qui est vraiment un truc très particulier.
Alors, dans quel sens je vous le fais attendez 30 secondes. Pouf, 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 pouf. Ok. Les utilisations du miel. Voilà. L'utilisation du miel, et puis après, je vous fais un petit topo sur les étiquetages. Alors, les utilisations du miel. On l'utilise, c'est pareil, on l'utilise depuis l'Antiquité, quoi, hein. Les humains ont toujours connu le miel. Ça a longtemps été quasiment la seule source de sucre pour les humains. Donc un produit rare, appréciable, magnifique, plaisant au goût. Et évidemment, pas d'autres, enfin très peu d'autres sources de sucre, quoi. Donc ça a toujours été une nourriture, mais on l'a toujours aussi utilisé en médecine et puis en cosmétologie, des baumes, des trucs pour les lèvres, des trucs pour des bains, dans les bains, les traitements des bains, chez les Grecs, chez les Égyptiens, enfin tout le monde a toujours trouvé que c'était une merveille. Bon, les Grecs qui savaient raconter les histoires, ils pensaient que c'était Dionysos, le dieu du vin, qui avait donné le miel aux abeilles et aux humains, en même temps que le vin, tous les trucs sympas ensemble. Voilà, les Grecs, ils faisaient déjà beaucoup de choses, ils connaissaient déjà les traitements pour les brûlures au miel, les ulcères, les fièvres traitées au miel, les Incas qui étaient aussi pas mauvais en médecine, vraiment ils l'utilisaient en médecine et en hydromel. Ils faisaient beaucoup d'hydromel avec dans des cérémonies religieuses. Voilà. On pense même que l'hydromel est peut-être le premier alcool produit par les humains. Ça fait partie des thèses. Aujourd'hui, on l'utilise toujours en cosmétologie. Évidemment, on le mange. Cicatrisation, c'est un produit dément. Il y a un professeur professeur de médecine, donc pareil, je vous sors du lourd en études scientifiques, hein, on ne parle pas d'études scientifiques. Professeur Descotes à Limoges, il est mort maintenant il y a quelques années, mais pendant les 15 dernières années de sa carrière, il utilisait que du miel. Professeur Descotes, il travaillait sur brûlure 3e, 4e degré et amputation des membres. Il a passé 15 ans à dire tiens, tu veux cicatriser, c'est ça, j'ai pas mieux. Et il donnait du miel. Donc c'est vraiment et lui il disait qu'en gros il obtenait des cicatrisations un tiers voire moitié plus rapides que tous les produits pharmaceutiques qu'il a pu tester. Donc c'est vraiment un truc incroyable. On a longtemps dit miel de Manuka. Lui, il travaille beaucoup avec du miel de Manuka et du miel de thym. Voilà, miel de Manuka qui est fait en Nouvelle-Zélande, qui est censé être un miel absolument. J'hésite entre hors de prix et magnifique, ou beaucoup très frauduleux aussi, parce que il y a plus de ventes que de production et de capacité de production. Voilà, on a longtemps dit thym et Manuka. Les toutes dernières études disent en fait le thym c'est un bon antiseptique, mais le miel de sarrasin est un meilleur cicatrisant. Grosso modo, les miels noirs, plus les miels sont foncés, plus ils ont des bonnes vertus. Vraiment, je vous invite à avoir ça. Et toutes sortes de cicatrisations. On déconseille de le mettre forcément sur plaie ouverte, mais voilà. Moi j'ai vu des gens, des trucs. Je vous parle du professeur Descotes, mais j'ai vu un vétérinaire. Le gars, il nous avait dit moi, je suis pas écolo, mais je m'en fous de l'écologie, mais je veux pas mourir idiot. Donc, j'ai testé. Le gars, il travaillait sur des bovins et des ovins, les pieds dans la paille, les plaies sur les pattes dans la paille. Donc, vraiment, milieu non stérile, cochon, etc. Cataplasme de miel. Mais il disait, ça fait 2 ans que je fais ça, j'ai abandonné tout le reste, je fais plus que ça. Voilà. Je suis pas idiot, je regarde et je vois que c'est ça qui marche.
une fille, une infirmière salpêtrière à Paris, infirmière, cancérologie. La fille a été venue nous raconter, elle disait, moi j'ai des exemples, on avait des plaies cancéreuses, des trucs insoignables, ça faisait 2 ans qu'on était dessus sur une même personne, impossible à faire cicatriser. Un coup, on a utilisé du miel, on a réglé le problème en 2 semaines. Truc de, voilà, il disait, moi, j'ai pas fait d'études scientifiques, c'est pas mon, enfin, voilà, mais maintenant, on l'utilise tout le temps parce que c'est indéniable, quoi. Donc vraiment un produit incroyable. On a encore le gros problème aujourd'hui à l'hôpital, outre la formation des médecins et de la puissance des labos, etc., le problème aujourd'hui, c'est qu'ils pasteurisent le miel et que c'est un produit vivant. Il faut que ce soit vivant, donc le miel pasteurisé est beaucoup moins efficace, compliqué. Voilà, il y a des problématiques comme ça, outre qu'évidemment, il y a moins d'argent pour payer les études que pour d'autres produits. Et donc là, sur les vertus cicatrisantes, c'est-à-dire, c'est mettre le miel sur la cicatrice, c'est pas absorber du miel. C'est du miel pur, ouais. Que tu Cataplasme. mets en cataplasme que tu mets sur les blessures. Ouais. La fille de l'hôpital, l'infirmière de l'hôpital Necker, elle disait leur protocole, c'était un tulle gras, un bout de tissu là, un tulle, un tulle, ouais, un tulle avec du miel, mais pas trop. Il faut pas que ça baigne, quoi. Donc elle en mettait un peu et puis après changeait le pansement régulièrement, 2 fois par jour. Mais ouais, c'est un. Moi, je l'ai testé même sur des vieilles cicatrices. J'ai eu l'impression que ça les avait améliorées, quoi. Bon. Il y a un hôpital à Toulouse qui soigne les brûlés aussi, enfin voilà, à Toulouse, toute la cicatrisation, ils utilisent ça. Ouais, il y a un hôpital qui. Mais bon, clairement, ça arrive, hein. Ça arrive, mais voilà, ça n'est que du miel. Il faut que ça reste vivant. Si c'est pasteurisé, ça a beaucoup moins d'effet, quoi. Ça tue le miel, quoi. Et ça crée des complications, évidemment, quoi. Et c'est non stable en composition. C'est variable en composition, évidemment. Hein? C'est indiqué forcément sur le pot que le miel est pasteurisé ou Oui. Non. Non, je pense pas que ce soit. Il n'y a pas de mention. Il n'y a pas d'obligation, en fait. C'est un des soucis, en fait, puisque c'est au-dessus de 60 degrés. Je sais plus, c'est 62 degrés. Il perd, en fait, la plupart de ses qualités. Et c'est jamais un trait obligatoire de suivi, alors que ça devrait en être. C'est pour ça là qu'une année sur une étiquette, on avait mis miel non chauffé. Parce que l'avantage, par exemple, de chauffer le miel à sa récolte, c'est qu'il va être plus liquide, donc plus facile à extraire, à faire tomber de partout. Donc beaucoup, en fait, dans l'industrie du miel, chauffent le miel. Pareil, en cuisine, si on met du miel en cuisine ou dans une tisane, on perd toutes ses vertus, à partir du moment où c'est chauffé. Toutes ses vertus? Une partie. Tous les centaines de grogs que je me suis fait au miel vont servir à rien. Non, ça c'est une connerie. Pas suffisamment spécialiste. Pour moi, de ce que j'avais pu dire, au-dessus de 60 degrés, comme tu disais, c'est un produit vivant. C'est-à-dire que quand on récolte, il y a toujours les enzymes qui sont là. Le miel évolue au cours du temps, au-delà même de la cristallisation. C'est un vrai produit vivant, donc qui va réagir, en fait, si on l'expose au soleil. Il me semble que le point de température où le miel s'altère et perd un grand nombre de ses vertus, au-delà du sucre et tout ça, parce que ça reste sucré, mais il me semble que c'est autour de 62 degrés. Enfin, ça va assez vite, quoi. Alors, je ne l'ai pas marqué là, donc je ne peux pas la filmer. Il me semble que c'est inférieur. De mémoire, c'est 40-45. J'ai l'impression que ce qui te revient, c'est le 63 de la cire. La cire, elle redevient liquide à 63. Je crois que le miel, c'est dès 45 qu'on commence à. Je crois que c'est fort possible. Ça va.
Ce qui est sûr, c'est que dans un grog, tu le massacres, quoi. Bravo. Mais je couperai au montage. Non, mais là, j'ai honte, là. Et est-ce que je sais pas si tu avais prévu ça, mais d'expliquer quand on dit variété de miel, de tilleul, de je sais pas quoi, c'est jamais à 100%, non? Comment on définit ça? Parfait, bravo. Tu me permets la transition. Pardon. Sauf s'il y avait d'autres questions avant, hein, d'autres points. Ouais. L'étiquetage du miel. Je fais un petit tour. L'étiquetage du miel, justement, miel monofloral. Comment on fait du miel? On le sort, récolté, on le sort. Les abeilles, elles sont monomaniaques. Les abeilles mellifères, elles sont monomaniaques. Quand elles font du pommier, elles se font du pommier. Elles se transmettent toute l'information via la danse des abeilles. Et donc, une ruche va faire du pommier pendant que la ruche d'à côté va faire du trèfle parce qu'elle a dégoté un champ de trèfle et que ça lui plaît. Donc, elles ont une tendance monomaniaque. Donc, quand on a 3 manières de récolter. Soit on se met à côté de lavande, par exemple. On les laisse faire. Pouf, elles sont en train de récolter de la lavande. On sait qu'on a de la lavande. On se retire et on récolte. On sait qu'on a quasiment que de la lavande. La deuxième méthode, c'est qu'on récolte en 2 fois. On fait fin juillet, fin août. À ce moment-là, on va séparer en 2. On va dire miel de printemps et miel d'été. Et si on ne veut pas s'embêter ou pour des raisons, on ne récolte qu'en une fois à la fin de la saison, et ben on a tout en même temps. On va appeler ça miel toute fleur. Ça, c'est du miel qui est récolté en une seule fois à la fin de la saison. OK? Monofloral, printemps, été ou miel toute fleur. C'est vraiment des manières ça dépend de l'apiculteur, quoi. Les abeilles, elles se concentrent, donc, comme je disais, sur une essence. Bon. En vrai, c'est pas si vrai que ça. 2 groupes dans une ruche peuvent aller chercher des choses différentes parce elles ont repéré des choses différentes. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas une abeille qui prend une fois un truc et puis elle part pas au hasard, quoi. Donc, on va quand même trouver des majorités d'une essence. Donc, la loi dit, en gros, quand on dit un monofloral, c'est-à-dire, on va dire un miel de trèfle, un miel de sarrasin, un miel de pissenlit, un miel de tilleul, un miel de ce que vous voulez. Pour la loi et pour la réglementation, c'est qu'on a au minimum 70% de ce miel-là dans le pot. Et on a 30% d'autres choses. C'est la vie des choses, quoi. Voilà, mais on a une garantie, en gros, qu'on est à 70% de l'essence en question. Mais on aura toujours d'autres choses. On aura toujours d'autres choses, y compris si ça a été récolté juste après, on a quand même d'autres choses, quoi. Alors, comment on fait pour repérer ça? Alors, quand on fait une étude, d'abord, il y a le travail des saisons. On sait qu'il y a telle essence. Les apiculteurs nomades, quand ils se collent à côté d'un champ de lavande, évidemment, ils savent que c'est de la lavande qui rentre. Donc, ils ne vont pas s'embêter avec une étude. Ils sont à peu près tranquilles. Après, quand on veut analyser du miel et savoir sa provenance exacte, on ne peut pas savoir en regardant le miel. En fait, ce qu'on va regarder dedans, c'est le pollen. Dans le miel, il y a toujours des traces de pollen. Il y a toujours du pollen qui tombe. Et le pollen, la forme est extrêmement précise. Donc, on a des catalogues de formes de pollen. Donc, on regarde au microscope. Il a telle forme. On regarde dans le catalogue. C'est lequel? C'est celui-là. OK. Ton miel, c'est du miel de lavande parce qu'il y a du pollen de lavande. C'est comme ça qu'on a longtemps chopé les imports de miel frauduleux, en particulier chinois, qui nous faisaient des sirops. Et puis au début, on regardait leur truc et puis on disait, il n'y a pas de pollen dans ton miel. Donc, tu remballes. Et puis, comme ils sont malins, ils ont mis du pollen. Et puis après, ça nous a permis de dire, tu dis que c'est du miel de telle essence. Et puis, ton pollen, quand on le regarde, c'est telle plante qui est à 3000 km. Donc, tu remballes. Voilà. Donc, mais c'est en regardant le pollen et à partir de bases de données, de grandes encyclopédies, des formes de pollen, on regarde ça au microscope. C'est comme ça qu'on connaît l'essence d'un miel, quoi. Il y a d'autres analyses très précises pour la qualité du miel. Mais
on rentre dans des choses très labo, extrêmement lourds, des trucs atomiques, enfin, bon, des trucs très compliqués. Voilà, mais cette méthode assez simple et assez ancienne nous permet de connaître l'origine du miel qu'on va indiquer qui fait partie des mentions qu'on peut indiquer sur le pot. Sur un pot de miel, on va indiquer le grammage évidemment, le nom et la référence du producteur, une manière de le contacter évidemment. On a une date de limitation de consommation, qui est devenue maintenant depuis quelques années date limite de consommation optimale, qui est un peu plus large, qui est de 2 ans maximum. Donc, voilà, on met 2 ans. On sait très bien que le miel, c'est consommable évidemment très longtemps après, comme le riz, comme un certain nombre de choses, comme beaucoup de choses, comme du sel, comme beaucoup de choses. Avec quand même cette capacité du miel qui est assez incroyable à ne pas pourrir. Ça peut fermenter quand il y a de l'eau, comme on le disait tout à l'heure. Mais il y a quand même une expérience qui est renversante. C'est si vous léchez une cuillère, vous la léchez, vous la trempez dans le pot de miel. Vous faites ça sur de la viande, elle va pourrir très vite. Vous faites ça sur de l'organique, des légumes, ça va s'abîmer extrêmement vite. Vous faites ça sur de la confiture, qui est très chargée en sucre. Vous allez avoir une couche de pourriture dessus, même si ça ne rentre pas dans votre confiture. Dans le miel, vous n'aurez pas. Le miel ne va pas permettre aux bactéries de développer et aux champignons de développer aussi une couche de pourriture. Moi, je connais que le Nutella qui a cette capacité. Donc voilà, on peut créer une fermentation, mais on peut déclencher une fermentation, mais on n'aura pas de moisissure qui se développe comme sur n'importe quel produit vivant et humide. Voilà un peu. Dans l'actualité, il y a quand même une grosse actualité là sur le miel, voté le 27 mai dernier, c'est tout frais. On a changé je ne sais pas si c'est un vote européen ou français, j'ai un doute, mais on a voté la fin de cette mention abominable sur les pots de miel qui disait en provenance UE et hors UE. Tous les gars qui faisaient des mélanges de tout et n'importe quoi, ils mettaient UE et hors UE. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rien du tout. L'Europe n'est pas l'Europe. Bon, avec ça, tu es bien renseigné. Et désormais, les mentions obligatoires sont la provenance des pays par ordre d'importance. Donc, dorénavant, le temps que tout ça rentre en application, mais on a enfin cette loi que si tu as mis du miel chinois, tu marques miel chinois. Et puis si tu la mélanges avec 20% de miel argentin, tu mets miel argentin, mais tu le mets en deuxième. Voilà, ça va bouger beaucoup les choses sur la compréhension de la qualité des miels par les gens. Puis la garantie, de tout à chacun de savoir comprendre qui fait quoi et qui fait n'importe quoi. Ok. Et par rapport à nos miels à nous, on a mis miel de printemps, miel d'été. Ouais. Si on devait dégager des tonalités, on a en termes de tilleul, plantes. on a un petit peu de pissenlit qui est le début de saison. On a le tilleul pas mal. On n'a pas fait analyser celui de Montreuil, on doit le faire, on ne l'a pas fait encore. On avait une analyse sur Bagnolet où il y avait beaucoup d'élante, qui est une fleur très particulière de friche de ville qui donne un goût très citronné. Le goût des pommes. Ouais, et on devrait avoir ça. Beaucoup de tilleul. Il me semble que les landes, il me semble que c'est un arbuste là, qui pousse, qui est assez invasif. Ouais. Ouais. Et, ouais, okay. On le trouve sur les friches, en fait, sur les terrains vagues. Ouais, etc. Hein? À Montreuil, j'ai souvenir qu'il y en a le long du mur
qui part du jardin et qui continue tout le long du jardin. Il me semble qu'il y en a là sur les bras, les couchers. Ouais. Il y a une demande, Malik, est-ce que tu peux couper ton micro qui fait de la friture? C'est un vieux message. Non. C'est peut-être moi, parce qu'il y a mon fils qui écoute la télé un peu fort. Ok. Que j'ai noté dans les trucs marrants. Pain d'épices qui vient de la Chine, 10e siècle, par Gengis Khan, puis les Arabes, puis les croisés qui l'ont ramené en France, à Reims, au 16e. Rigolo. Hydromel, je vous disais, peut-être le plus ancien alcool, 5500 ans, les plus anciens hydromels. Le chouchen, je ne savais pas, qui était un mélange d'hydromel et de jus de pomme. Ok, tout ce qui est la récolte du miel, on le verra, on en reparlera parce qu'on va parler de la miellerie, donc on reparlera du processus. Je vous fais en 2 mots les 2 derniers produits de la ruche qu'on a vus, produits un peu annexes. Des abeilles, on peut produire des abeilles. On produit des essaims ou ce qu'on appelle des packs d'abeilles, qui sont des groupes d'abeilles sans reines, pour des gens qui ont besoin de masse d'abeilles ou qui ont des reines. On peut aussi, évidemment, de l'autre côté, produire des reines qui se vendent. On vend que des reines. Voilà, il y a tout un travail là-dessus. Les difficultés des abeilles à vivre et les effondrements favorisent l'essor de cette production, entre guillemets. Dernier produit dérivé, disons, la pollinisation, le travail de pollinisation. Ce que je vous disais, Amérique du Nord, les apiculteurs, ils vivent vraiment que de ça, de ça. Le miel, c'est comme un produit, comme un bonus, quoi. Mais ils se baladent, les amandiers, vous avez tous vu ce film affreux, effrayant sur les amandiers, toute l'Amérique apporte ses ruches. C'est une mortalité énorme parce qu'ils traitent comme des cochons pendant pleine pollinisation. Au Canada, ils commencent à se poser des grosses questions, là, les apiculteurs. Ils font les bleuets beaucoup, mais le bleuet, ils sont en train de s'apercevoir, avec des études scientifiques, que le bleuet est très, très pauvre en pollen, en fait. Et donc, les abeilles ressortent épuisées. Il y a des traitements pour certains, mais aussi une mauvaise qualité de nourriture. Donc, ici, les apiculteurs sont en train de se poser des questions, à se dire que c'est pas rentable pour nous. Donc, les producteurs de bleuets commencent à avoir du mal à trouver des gens pour faire la pollinisation. Voilà, donc les choses évoluent un peu. Bleuet, c'est quoi? C'est les fleurs? Non, les bleuets, c'est les blueberries, c'est des baies. C'est pas des myrtilles, c'est des bleuets. C'est comme une petite myrtille, quoi. D'accord. Les grosses productions au Québec et de l'autre côté en Colombie-Britannique, il y a aussi une énorme production. Des érelles, là, en France? Il ne semble pas. Non, c'est un cousin? Plus proche de la myrtille. Ouais, mais plus sucré. Entre le cassis et la myrtille. Ouais, mais c'est vraiment sucré, quoi. Et pas du tout de touche acide. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Après, on se parle. L'idée, c'est de. J'ai fait un peu de temps quand même, mais qu'on se parle un peu de l'assaut, de ce qu'on a dans le tuyau. Qu'on se parle un peu.